On va résumer le chapitre 14 du livre Le cri de la mouette. Je vais le résumer en 2 phrases très courtes et après on va faire quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui avec le résumé. Donc Emmanuelle est partie faire une boum avec des amis qui sont comme elle sourds. Ses amis ont bu, elle pas. Et dans le métro en rentrant, ils ont fait un petit peu les fous, ils ont crié, rigolé, fait beaucoup de gestes et ils ont entre autres arraché une affiche. Une dame qui les a vus faire a tiré la poignée d'urgence, la police est arrivée, ils les ont emmenés et ils ont été emportés dans plusieurs commissariats différents. Ils ont pris sa carte d'identité, donc ils savaient qu'elle était mineure, elle a que 13 ans. Elle a demandé tout le temps de pouvoir téléphoner à ses parents, ils ne l'ont pas laissé faire. À la fin, ils l'ont mis en prison. Elle a juste hurlé Enfin, elle a plusieurs fois hurlé, mais elle a hurlé surtout parce qu'elle voulait pas être séparée de sa copine, donc elles les ont mis toutes les 2 dans la même cellule. Mais à part ça, sinon, elles ont pas du tout réussi à se faire entendre et elles ont vécu ça comme une injustice, elles ont beaucoup souffert. Voilà, c'est un résumé très rapide, mais maintenant, on va proposer de s'exprimer à 2 petits spectateurs qui sont souvent avec moi, surtout quand je lis ce livre-là, et qui vont me donner leur avis sur ce chapitre. Ce sont mes enfants qui sont à côté de moi et qui écoutent très souvent quand je fais des lectures pour cette chaîne, comme le savent peut-être certains qui suivent régulièrement la chaîne. On commence par le plus grand. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce chapitre? Que c'était vraiment très injuste parce que ces deux sourdes, on dirait qu'ils s'en foutaient de eux parce qu'ils étaient sourds. Et du coup, quand ils demandaient de téléphoner, ils faisaient mais oui, on va téléphoner, Alors oui, c'est vrai, ils sont un petit peu méprisants. Et vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire si on est dans une situation comme ça? Les embêter toute la journée. Alors oui, plus ou moins, c'est un petit peu ce qu'elle fait, mais le problème c'est que, c'est pas eux les plus forts donc quand on cherche à embêter quelqu'un qui nous embête déjà, en général, ça marche pas trop. Mais en fait, moi j'ai trouvé que ce chapitre, il était très, très intéressant parce qu'il montre son ressenti qui est celui de se dire, bah, c'est tous les entendants contre le monde des sourds et souvent quand, il y a un problème, ça s'appelle une bavure policière, quand les policiers se comportent mal de façon excessive et irrespectueuse. La plupart du temps, évidemment, les policiers travaillent bien, mais ça arrive, ils sont humains comme tout le monde, qui se comportent mal et souvent les gens, ce qui les fait beaucoup souffrir, c'est qu'ils ont l'impression qu'on s'en prend à eux pour quelque chose de particulier, pour leur différence et c'est pas forcément une impression, c'est parce qu'évidemment quand quelqu'un, pas évidemment, mais malheureusement, des fois on se donne pas la peine d'essayer de comprendre quelqu'un qui est pas comme nous ou qui fonctionne pas de la même façon, alors on interprète ses gestes ou ses mots de façon différente et on se comporte des fois mal. Et ça va avoir une répercussion sur elle parce que du coup cette expérience, ça va la mettre très en colère et elle va garder une colère qui va faire qu'elle va rester en opposition longtemps envers la société. Ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est qu'il a quelque chose d'universel. Il parle de la surdité parce que c'est une jeune fille qui est sourde, mais je pense que, on peut se reconnaître, pour tous pour des choses particulières quand on est issu d'une minorité, par exemple ethnique ou religieuse ou, si on n'a pas la même orientation sexuelle ou quelle que soit la particularité qui fait qu'on ne se retrouve pas forcément dans l'ensemble. Le chapitre précédent, il parlait un petit peu de communauté, de se dire que les gens se sentent mieux quand ils se retrouvent entre eux, et aussi que parfois le contact avec le reste, comme elle dit avec les entendants, c'est difficile. Mais j'ai confiance, c'est un gros livre et certainement qu'il va y avoir une happy end parce que aussi dur que ça peut être, surtout dans la période sensible de l'adolescence, souvent, quand on devient adulte, on finit par s'y retrouver quand même. Allez, fin du résumé du chapitre 14. On va résumer rapidement le chapitre 15 du cri de la mouette. Le chapitre s'appelle Danger volé. Il se passe 3 choses dans ce chapitre. D'abord, le Minitel est arrivé, donc elle est super contente. Elle parle avec sa copine Claire pendant des heures, mais c'est compliqué parce que c'est cher. En plus, ça l'a trahi parce qu'à un moment, sa copine lui écrit: «Alors, est-ce que tu es toujours malade?» Et quand sa mère rentre, elle lui demande: «Alors, comment ça se fait que tu as dit que tu étais malade?» Parce qu'en fait, elle a séché les cours. Elle se fait disputer par sa mère, c'est une dispute assez violente et finalement, elle s'engage à ne plus manquer les cours, mais quand même lorsqu'elle y assiste, elle n'écoute pas vraiment, en tout cas, elle ne suit pas le cours vu qu'elle ne peut pas écouter, parce que c'est toujours des cours oralisés, c'est-à-dire en lisant sur les lèvres et en apprenant à parler, et ça l'énerve, ça ne lui sert à rien, elle n'y arrive pas. En plus, elle est en couple, elle est avec un garçon qui est violent,
pas envers elle, mais dans son caractère en général, et ça inquiète ses parents, alors qu'elle est très fusionnelle avec ce garçon et ne remet pas du tout en cause leur relation et ne cherche pas à comprendre l'origine de cette violence. Elle dit que c'est simplement un garçon qui n'a pas reçu d'amour à la maison, qui est en recherche de cet amour, elle aussi recherche cet amour-là, donc ils se retrouvent bien tous les deux. Le deuxième point qui arrive, c'est qu'à un moment, elle s'accroche entre deux rames de métro sur une poignée et du coup, elle traverse comme ça de station en station sous terre accrochée. Elle aurait pu se tuer. C'était dans une manifestation de SOS Racisme. Il y a un monsieur qui trouve pas de place pour rentrer dans le métro et qui lui dit pour rigoler, bah allez, viens avec moi, on s'accroche. Et elle le prend au mot et elle va s'accrocher avec lui à la rame de métro. Elle arrivera quand même au bout, saine et sauf, mais elle reconnaît encore aujourd'hui que c'était très dangereux et d'ailleurs elle ne s'en est pas trop vantée parce qu'elle se rend compte que c'était très grave. Globalement, ce chapitre montre qu'elle est en recherche de limites, hein, que ce soit pour sécher l'école, que ce soit pour faire des choses dangereuses. Et le dernier point, c'est un vol dans un magasin. Elle va voler un jean de la marque Levi's parce qu'elle trouve que ça a l'air cool et que elle coûte déjà beaucoup d'argent à ses parents pour son école, pour le Minitel. Elle veut pas leur en demander et ce jean est très cher, donc elle le vole. C'est surtout pour le fun avec sa copine. Elles se font arrêter par les gens du magasin. Elles vont au commissariat. Elles vont avoir une expérience beaucoup plus positive avec la police cette fois. Elles vont pas parler du tout. Elle va juste se mettre à crier à un moment parce qu'il y a une femme qui la fouille un peu brutalement. Et la femme, quand elle va voir qu'elle hurle comme ça, elle va penser qu'elle panique et au contraire, elle va la rassurer, elle va la calmer. Et à la fin, ils vont pas trouver sa carte d'identité, elle va pas leur donner ni son nom ni aucune information. Et c'est finalement un policier qui va leur dire, bon allez, vous avez compris la leçon, maintenant vous dégagez, partez d'ici. Du coup, elles sortent dans la rue, elles sont folles de joie d'être enfin libérées, mais elle dit que dans le fond, heureusement qu'elles ont été arrêtées parce que sinon elle aurait peut-être continué sa carrière de voleuse, alors que là, ça la stoppe. Elle dit qu'elle n'accepte aucun interdit, elle va dans les manifestations pour la langue des signes, enfin, elle s'engage un petit peu politiquement, elle devient militante. Pour ça, sa mère la soutient, mais elle reconnaît elle-même que dans sa quête de tout voir et de tout faire sans interdit, heureusement qu'elle a quand même eu des limites, sinon elle aurait pu aller encore plus loin. Voilà, c'est la fin du résumé de ce chapitre. On va résumer le chapitre 16 du livre Le cri de la mouette de Emmanuelle Laborie. Emmanuelle Laborie, dans ce chapitre, a autour de 16 ans et elle aime beaucoup sortir. Il va lui arriver quelques mésaventures qu'elle nous raconte. Par exemple, un jour, elle rentre à 4 heures du matin en taxi et le chauffeur lui demande de l'accompagner à l'hôtel en proposant de la payer. Elle finit par bien s'en sortir, hein, elle refuse et puis elle quitte le taxi, mais c'est quand même assez violent parce que le monsieur est impoli, parce qu'il est insistant et parce que c'est un peu vexant comme situation. Elle dit que des situations comme ça, elle en a vécu plusieurs, de la plus anodine à la plus traumatisante. Et la plus traumatisante qu'elle ait connue, elle nous la raconte. C'est dans un ascenseur, elle a été confrontée à un monsieur qui était exhibitionniste et qui a eu une attitude inacceptable devant elle. Et elle était absolument choquée et dégoûtée. Et en même temps, elle était coincée dans cet ascenseur. Le récit est assez long quand elle raconte ça et on voit bien que c'est une situation absolument difficile à vivre. Heureusement, elle a une bonne communication avec sa mère et en rentrant, elle va lui raconter. Sa mère va lui faire prendre une bombe lacrymogène pour se défendre au cas où ça se reproduise. Elle dit aussi que dans les deux cas, il n'y a jamais personne qui ne l'a touchée parce que elle fait de la boxe française, non pas pour se battre, mais parce qu'elle aime l'esthétique de la boxe française. Et elle dit que si jamais quelqu'un avait fait un geste envers elle, elle l'aurait certainement frappé parce que c'était son réflexe. Elle parle aussi de quelque chose de beaucoup plus important qui est, enfin ça aussi c'était important, hein, c'est pas pour dire, mais elle parle de la question de l'identité. Elle dit que sa mère parle toujours de Emmanuelle en disant elle refuse d'être considérée comme une personne handicapée. Et pour elle, en effet, la langue des signes, c'est comme si c'était sa voix. Et elle trouve qu'elle n'est pas handicapée, qu'il ne lui manque rien, mais que c'est le monde extérieur qui n'est pas adapté à eux et que finalement, si les personnes sourdes ne peuvent pas avoir de vie standard comme tout le monde, c'est pas parce qu'ils ont un handicap, c'est parce que le monde n'est pas adapté à eux. Et que tout ce qu'on transmet par le biais des sons, notre voix et le bruit, etc., si on se donnait la peine de les rendre un peu adaptés, les personnes sourdes pourraient très bien vivre sans difficulté. En gros, qu'ils peuvent communiquer, il suffit juste que les gens connaissent eux-mêmes la langue des signes, par exemple.
On voit que c'est un petit peu simpliste aussi parce que c'est compliqué, c'est complexe de demander à des gens qui n'en ont pas la nécessité de mettre en place quelque chose qui demande un si grand apprentissage. Elle va parler d'un autre événement qui arrive aussi à cet âge-là dans sa vie, qui est, très dur pour elle. Elle dit que c'est un chagrin qui est certainement son plus gros chagrin et qu'elle en est encore malheureuse. C'est le divorce de ses parents. Pour elle, ça a été très difficile, pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle pensait que c'est elle qui en était responsable, mais ses parents lui ont vraiment expliqué qu'il y avait pas un responsable dans cette situation et que c'était sûrement pas elle. Et la deuxième raison, c'est parce qu'elle avait très peur de devoir, choisir entre l'un ou l'autre de ses parents et qu'elle ne voulait pas être mise dans cette position-là. Mais visiblement, ce problème, c'est à peu près, arrangé parce que ses parents ont tous les 2 été très flexibles et l'ont laissé passer comme elle voulait d'une maison à l'autre. Elle dit que finalement, elle se rend compte qu'elle peut tout accepter dans la vie parce que pour elle, ce divorce, c'est ce qu'elle a connu de pire, c'est ce qu'elle écrit et elle a pu l'accepter parce que, ses parents l'ont fait avec cœur, non pas de divorcer avec cœur, mais en tout cas de l'accompagner à accepter ça avec cœur et qu'il y a quelque chose qu'elle n'aura jamais pu accepter, c'est l'enseignement oraliste, donc faire apprendre à parler aux sourds en leur faisant imiter les mouvements des lèvres. Elle dit ça n'aura jamais marché parce que ça n'a pas été fait avec cœur et aussi avec son premier amour, ils n'ont pas pu, comment? Hem, s'entendre ou en tout cas vivre une relation plus apaisée parce que, elle dit que là aussi, lui, il n'a pas su, hem, le faire avec cœur. Elle raconte un autre événement, elle et ses amis sourds se retrouvent partout où ils peuvent, ils en ont marre des bouches de métro pour se mettre au chaud. Entre autres à McDonald's. Alors c'est des ados, ils ont pas beaucoup de sous, ils achètent genre un coca ou un hamburger, des petites choses à petit prix et ils restent toute l'après-midi au même endroit. Et ils y passent plusieurs après-midi et le patron voit pas ça d'un bon œil. Elle dit certainement comme toute bande de jeunes qui se seraient installés dans son restaurant, parce que les patrons de restaurants, ils aiment pas trop qu'il y ait, plein de jeunes, et en même temps, elle dit: «On était dans un coin où il y avait quasiment personne, on dérangeait pas» et le patron envoie un serveur pour dire: «Allez, ça suffit, maintenant vous sortez». Eux refusent et le patron revient lui-même. Il est très agressif et il leur parle de façon irrespectueuse. Du coup, ça devient un petit peu la dispute. Elle dit qu'elle est choquée parce qu'elle n'a jamais vu quelqu'un s'adresser, à eux aussi méchamment et de façon aussi condescendante et méprisante. Elle dit qu'elle aurait pu l'accepter, ça aussi, si ça avait été dit plus gentiment, mais là, c'est pas le cas. Et du coup, elle va se mettre dans une colère noire et elle va se confronter au patron qui va finir par dire: «OK, c'est bon, vous pouvez rester mais pas trop longtemps». Et pour elle, ce qui est compliqué, c'est qu'elle pense que, le patron n'a pas voulu, écouter ce qu'ils avaient à dire, il n'a pas voulu entrer en communication et elle a certainement raison, mais je ne sais pas si c'est uniquement dû au fait que, c'était une bande de sourds. Je suis pas certaine que toutes les personnes ont envie de communiquer et de se faire entendre pacifiquement. Il y a des gens qui ont juste envie de déverser leur colère et qui n'ont pas le souci d'une bonne communication. Peut-être que lui aussi, le patron, il s'est dit: «Je suis chez moi, je vous embête», pour parler poliment, et vous dégagez et c'est tout. Il s'est pas dit: «Tiens, je vais le faire de façon pédagogique pour que, ces jeunes ados puissent devenir plus tard des adultes épanouis». C'était peut-être pas son souci à lui. Et cette naïveté, ça me fait un petit peu sourire, comme si elle partait du principe, du haut de ses 16 ans, ce serait peut-être le cas dans un monde idéal, mais c'est pas dans le monde réel, que, tout le monde cherche à établir une bonne communication. Non, je pense pas que tout le monde cherche, cet objectif. Elle termine en disant que finalement, elle est en colère contre le monde des entendants, ça on l'a bien compris et elle veut pas mettre tout le monde dans le même sac parce que, par exemple, avec sa mère ou avec sa sœur qui sont entendantes, elle a une très bonne relation, elle les aime énormément. Mais elle reconnaît quand même qu'elle a une préférence pour les sourds, que parfois les sourds sont un peu extrêmes et ils disent: «Il nous faudrait presque une terre promise pour vivre que entre nous sans entendants pour avoir notre monde». Elle dit que dans ces cas-là, c'est elle qui est la plus, la plus modérée et qui dit: «Non, faut pas exagérer, on peut quand même vivre avec les entendants». Mais en tout cas, elle dit qu'il serait impossible pour elle de vivre sans une communauté de sourds, des gens avec qui elle peut enfin être elle-même et s'exprimer pleinement et aussi participer pleinement aux conversations. Elle raconte être partie parfois en vacances un mois avec sa famille sans aucune personne qui ne soit sourde avec qui elle puisse parler exclusivement le langage des signes et qu'au bout d'un mois, elle était au bord de péter les plombs parce que c'est insupportable pour elle de voir les gens discuter entre eux et d'en être exclue ou de devoir chaque fois quémander l'attention des autres, parce qu'elle ne peut parler avec eux que quand ils s'adressent à elle. Si les gens parlent entre eux, nous qui sommes entendants, quand deux personnes parlent entre elles à côté de nous, on comprend ce qu'ils disent.
On choisit ou pas d'intervenir, ou alors d'écouter ou de ne pas écouter, ou de partir ailleurs. Mais elle ne sait pas et elle est exclue de toute relation qui comporte plus que 2 personnes. Voilà, c'est la fin du résumé de ce chapitre 16 et on lira très bientôt la suite. On va résumer le chapitre 17 du livre La Mouette. Alors ce chapitre, elle l'a appelé « Amour-poison ». On sait depuis plusieurs chapitres déjà qu'elle est amoureuse d'un garçon, mais que ça se passe mal avec ce garçon. Dans ce chapitre, elle a 17 ans et la relation qu'elle a avec ce garçon dure depuis qu'elle a 13 ans, donc ça fait déjà 4 ans qu'ils sont ensemble, et tous ses amis lui disent que ce garçon n'est pas fidèle, qu'il va avec d'autres filles. Elle ne veut pas les croire et son père lui dit que ce garçon c'est un voyou, c'est quelqu'un de pas bien, sa mère lui dit qu'il est violent, mais elle est quand même très attachée à lui. Elle dit finalement que rien n'est bien grave, que si lui il est comme ça avec son look de loupard, c'est parce que il a beaucoup souffert dans l'enfance et que s'il est violent c'est pas grave, que elle saura le calmer. Bref, elle reste quand même très attachée à ce garçon. Jusqu'à un jour où il y a une boum. Alors une boum, c'est un terme, je pense, qui n'est plus utilisé maintenant. Ça veut dire qu'il y a une fête qui est organisée dans la maison. Justement, je pense que c'est dans sa maison à elle. Et elle cherche son copain parce qu'elle lui a demandé « Est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas avec d'autres filles ?» Et lui, il dit « Non, pas du tout, je n'aime que toi, mais en hésitant. » Elle dit que dans le langage des signes, comme quand on parle, on voit quand quelqu'un hésite. Et elle voit qu'il est malhonnête, elle commence par s'inquiéter. Et elle ne le voit plus depuis un moment, elle a cherché partout, elle ne l'a pas trouvé. Donc elle va partir dans la salle de bain qui est la dernière pièce et à travers le hublot, elle va voir qu'il est avec une autre fille. Elle va tout voir et elle va être très triste. Elle ouvre la porte, ils se disputent. Lui, même pris en flagrant délit, il essaye de dire « Oh, c'est la première fois que ça m'arrive, je suis désolée, c'est toi que j'aime, etc. » Et elle est tellement fâchée qu'elle va s'enfuir. Elle va partir sans rien dire à personne, donc personne ne sait ce qui s'est passé. Elle va se mettre sous un porche d'une maison après avoir couru dans la rue et elle va pleurer jusqu'au matin. Et quand elle rentre le matin, elle est déterminée. Elle est certaine qu'elle ne l'aime plus et elle souffre énormément de cette trahison. Elle dit que c'est comme si elle avait un poignard dans le cœur et elle assume d'être aussi malheureuse, mais elle a envie de quelque chose qui n'est pas bien, mais qui est certainement le revers de la médaille. Moi, je dis souvent que l'amour et la haine, ce sont les deux côtés d'une même médaille. Elle a envie de le faire souffrir autant que elle souffre. Elle veut lui envoyer le même poignard dans le cœur. Donc elle décide qu'elle le quittera uniquement après avoir, elle aussi, trompé, trahi, après lui avoir fait la même peine. L'occasion se présente rapidement, quelques temps après, elle rencontre quelqu'un d'autre apparemment, elle trompe ce garçon et après l'avoir trompé, elle le quitte. Elle dit que finalement tous ces mensonges et d'avoir fait tout ça, ça l'a peut-être plus touché elle que lui, parce que lui, peut-être qu'il n'a même pas su qu'elle avait été avec quelqu'un d'autre, mais ce que lui a très mal vécu, c'est quand elle l'a quitté, parce qu'ils étaient quand même très attachés l'un à l'autre, et lui, il n'y croit pas. Il dit non, c'est pas vrai, tu m'aimes encore. Et quand vraiment elle insiste et que ça y est, il finit par admettre le fait qu'elle le quitte vraiment, il lui fait du chantage affectif en lui disant si tu me quittes, je vais me suicider. Et elle est tellement fâchée qu'elle le quitte quand même. Lui, il s'ouvre les veines, elle voit plein de sang, c'est très violent, c'est horrible pour elle de vivre ce moment-là. Et elle s'enfuit en courant. Elle va voir d'autres amis, elle pleure, elle est persuadée qu'il est vraiment mort. Elle se dit même qu'elle va peut-être aller en prison et que même si elle ne va pas en prison, toute sa vie, elle sera malheureuse d'avoir vu ce garçon mourir parce qu'elle éprouvera des remords. Au final, il n'est pas mort, il a juste eu un pansement. Elle dit peut-être que lui, il le savait, qu'il n'aurait qu'un pansement, ou peut-être que lui, il croyait vraiment qu'il allait mourir. En tout cas, elle a vraiment coupé définitivement les ponts avec ce garçon depuis ce jour-là. Elle a été rassurée par sa maman, elle a l'air d'avoir quand même des parents qui sont super, en tout cas sa maman est vraiment très présente quand elle a vécu l'agression dans l'ascenseur ou encore une fois quand elle vit son chagrin d'amour. Sa mère, elle a des mots très justes, elle lui dit que chacun n'est jamais responsable que de lui-même. Évidemment, on ne doit pas faire volontairement du mal aux autres, mais quand quelqu'un se pose comme ça en victime et prend une position qui n'est pas juste, comme par exemple vouloir l'obliger à rester alors que c'est lui qui se comporte mal en menaçant de se tuer, c'est lui qui est responsable. S'il se tue, c'est pas elle. Et mettre quelqu'un dans cette position de chantage, c'est malhonnête et c'est lui qui a été malhonnête. Et en disant ça, sa mère lui dit aussi, même s'il était mort, c'est pas toi qui en serais responsable. Et ça aide à s'en sortir, non pas en laissant mourir les gens, mais en tout cas en mettant les limites, en disant je ne suis pas manipulable, on ne peut pas m'utiliser dans ce genre de chantage. Et de renvoyer à l'autre sa responsabilité. S'il veut se tuer, qu'il le fasse ou pas, c'est lui qui le fait.
Elle termine en disant que de toute façon, elle n'aime plus ce garçon depuis la séparation de ses parents. On a déjà vu dans le chapitre précédent que le divorce de ses parents, ça l'a rendue très malheureuse. Et elle considère, depuis que ses parents sont séparés, que les hommes, elle ne peut plus leur faire confiance parce que son père, c'était l'image et le symbole de l'homme. Et que, étant très déçue par son père, elle ne peut pas non plus faire confiance aux autres. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre. Et on va aller en lire un suivant.